Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des Flash Cobra, de leurs principales caractéristiques et fonctionnalités. C'est parti. Le but de cette vidéo ne sera donc pas de faire un tutoriel sur comment les utiliser, mais surtout de comprendre les caractéristiques et fonctionnalités que l'on peut trouver dans les différents Flash Cobra, que ce soit éventuellement si vous voulez en acheter un ou si vous en avez un et que vous ne savez pas éventuellement comment vous en servir. Alors commençons tout d'abord par les caractéristiques d'un Flash Cobra. La première, la plus évidente, c'est bien évidemment sa puissance, la quantité de lumière qu'il est capable de délivrer. Généralement, la puissance est exprimée pour un Flash Cobra avec un nombre guide. Ce nombre guide est simplement une multiplication d'une distance et d'une ouverture. Donc par exemple, ce flash-ci est un GN60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 1 mètre, il peut délivrer suffisamment de luminosité pour que je puisse fermer mon diaphragme à f60. Alors f60 n'est pas une valeur qui existe, c'est juste une manière de comparer. Donc simplement 1 mètre fois f60, ça fait GN60, tout simplement. Généralement, vous allez trouver des nombres de type GN30, GN60, etc. Vous n'avez pas énormément de valeurs différentes qui existent. L'idée est simplement de vous donner un paramètre de comparaison. Toutefois, il faut faire attention à une chose, c'est les conditions dans lesquelles c'est mesuré. Pourquoi? Parce que la plupart des Flash Cobra ont une tête qui est capable de zoomer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie qui émet la lumière est capable de reculer ou d'avancer dans la tête et donc de concentrer le faisceau lumineux. Plus le faisceau est concentré, plus on a de quantité de lumière qui est restituée en un point donné, mais en même temps on a un spectre un petit peu moins large. Ça veut dire que si vous voulez comparer la puissance lumineuse de deux flashs, il faut bien évidemment faire attention que c'est fait à la même valeur de zoom. Pour vous montrer comment ça fonctionne le zoom, je vais prendre ici un flash dans lequel il y a des batteries. Voilà, le temps de l'allumer. Vous allez voir que c'est assez visible. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, comme ceci. Là, vous avez la tête du flash qui est zoomée au maximum. Et quand je vais en fait bouger la valeur de zoom, c'est-à-dire que je vais en fait augmenter la focale du flash, la tête recule. Si je vais dans l'autre sens, la tête avance et se rapproche, tout simplement. Ça aussi, ça fait partie des fonctionnalités que l'on peut trouver au niveau d'un flash. C'est la capacité à pouvoir resserrer le faisceau lumineux et donc de pouvoir amener de la lumière plus loin et aussi de manière plus concentrée. Ça peut être aussi utilisé de manière créative pour afficher une espèce de spot lumineux, même si dans les faits, ça reste très très large. Autre caractéristique importante au niveau des flashs, c'est la manière dont la tête est conçue. Vous avez généralement une tête qui doit être orientable. Ce n'est pas toujours le cas, mais un vrai Flash Cobra a une tête que l'on peut orienter verticalement et horizontalement. La raison à ça, elle est toute simple, c'est parce que si on le monte sur un appareil photo, donc sur la griffe du flash de l'appareil photo, on veut pouvoir éventuellement diriger la lumière dans différentes directions. Donc par exemple, je peux éventuellement avoir un mur blanc derrière moi et employer le mur blanc comme réflecteur. Donc dans ce cas-là, je vais simplement orienter la tête vers l'arrière, au-dessus de moi, et comme ça, la lumière ira taper sur le fond derrière moi et viendra éclairer le sujet de manière indirecte. Ça aussi, c'est une caractéristique très importante, c'est souvent présent, mais ça vaut toujours la peine de vérifier. Directement relié à la puissance du flash, on a aussi le temps de recyclage. Le temps de recyclage, c'est la capacité du flash à se recharger rapidement. Un flash, c'est quoi? C'est un élément qui va se charger électriquement et puis qui va délivrer la puissance selon un éclair de flash dont la durée peut être variable. Mais c'est-à-dire que ce temps de recharge va dépendre éventuellement d'une part du flash, mais aussi du type de batterie que vous mettez dedans. Dans ce cas-ci, ce sont des piles AA que l'on met dedans. Certains Flash Cobra ont des batteries lithium. Le temps de recyclage peut varier de quelques dizaines de secondes jusqu'à quelques secondes pour les plus bons marchés et les moins bons. Notez que toutefois, le temps de recyclage est aussi dépendant de la puissance du flash. Forcément, si vous mettez un flash au minimum de sa puissance, il doit se recharger moins vite que si vous le mettez au maximum de sa puissance. Toujours lié à la puissance du flash, on a aussi la durée de l'éclair du flash. Alors ça va dépendre de la puissance que vous réglez sur le flash, mais aussi du flash en lui-même. C'est la raison pour laquelle des flashs professionnels coûtent parfois beaucoup plus cher que des flashs d'entrée de gamme, tout simplement parce qu'ils sont capables de délivrer leur puissance lumineuse en une fraction de seconde, là où un flash bon marché va mettre un éclair un petit peu plus long. Si vous faites de la photo normale, il n'y a pas trop de soucis, ça ne changera pas grand chose. Par contre, si vous voulez figer une action, par exemple quelque chose qui se brise ou une goutte d'eau ou quelque chose comme ça, suivant la vitesse à laquelle se déplacent les éléments dans votre scène et que vous voulez le figer avec un flash, vous allez parfois avoir besoin d'un éclair relativement court. On peut aller jusqu'à quelques dizaines de milliers de secondes pour les éclairs de flash les plus rapides. Maintenant, si vous avez par exemple ce flash-ci, quand je l'emploie à la puissance minimum, il donne à peu près un 10 millième de seconde, ce qui est excellent pour figer quelque chose.
Maintenant, à pleine puissance, on est plutôt de l'ordre d'un 200 à un 4 centièmes de seconde, ce qui est déjà relativement lent en fait, et ça par exemple pour figer quelque chose qui volerait en éclats, ce n'est pas suffisant du tout. Alors toujours dans les caractéristiques des flashs, on va bien sûr trouver quelque chose d'essentiel, c'est le sabot. Alors le sabot du flash est totalement dépendant de sa compatibilité. Soit vous avez un flash comme celui-ci qui est dédié à une marque. Ça, c'est un flash qui est compatible pour Canon. Ça veut dire que vous allez retrouver au niveau du sabot du flash ici, tous les contacts que l'on va retrouver au niveau d'un boîtier Canon. Voilà. Vous voyez? Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez acheter le flash qui correspond à la marque de votre boîtier. Toutefois, il existe des flashs qui sont plus standards, avec moins de fonctionnalités généralement, parce que la communication entre le boîtier et le flash ne sont pas possibles dans ce cas-là. Mais si vous regardez bien au niveau ici de la griffe de flash, vous voyez qu'il y a une grosse pastille centrale ici. Cette pastille centrale est l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce contact-là sur le flash, donc je vous le montre ici, vous voyez, c'est la petite bille qui est là, ici au milieu. À partir du moment où vous avez ça sur votre flash et que vous l'avez sur votre boîtier, vous pouvez a priori mettre n'importe quel flash sur n'importe quel boîtier. Alors, il y a quand même des règles à respecter pour ça, mais notez par exemple ici, ça c'est un déclencheur pour flash de studio Elinchrom. Vous voyez que je n'ai que le contact central qui est prévu. Il y a une petite bille sur le côté aussi qui permet de faire l'autre contact. Ça veut dire que ce transmetteur-là est compatible avec quasiment n'importe quelle marque, quasiment n'importe quel boîtier. Alors forcément, la seule chose que ça permet de faire, c'est de déclencher. Toutes les autres connectiques permettent d'apporter des fonctionnalités complémentaires. Petite parenthèse à ce sujet-là, notez que Canon fait quand même n'importe quoi sur ces derniers boîtiers d'entrée de gamme, parce que notamment, si vous prenez l'exemple du 4000D, si vous allez chercher la pastille centrale sur le 4000D, elle ne s'y trouve pas. Ça veut dire que les nouveaux boîtiers d'entrée de gamme de chez Canon ne sont pas compatibles avec des déclencheurs standards, ce que je trouve assez dommage. Vous êtes obligé d'employer du matériel compatible Canon, ce qui veut dire que des équipements un petit peu meilleur marché, vous ne les trouverez pas pour ces boîtiers-là. Dans les autres caractéristiques du flash, on va trouver tout ce qui est un petit peu accessoire. Vous allez trouver généralement sur les flashs un petit connecteur sur le côté. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer comme ceci. Vous voyez le petit connecteur qui est là, c'est ce qu'on appelle le PC Sync. C'est un connecteur qui va vous permettre de brancher un câble pour le déclencher. Donc voici par exemple le câble, on a une petite tute ici qui vient simplement se mettre sur le côté du flash, comme ceci. Et ça, vous le branchez donc soit sur un boîtier, soit sur un déclencheur externe. Le but étant simplement de déclencher le câble à travers un câble plutôt que à travers le sabot du flash ou un autre système encore. Vous pouvez également trouver parfois sur le côté des flashs un connecteur qui ressemble à ceci. Voilà le connecteur qui est là. Ça, c'est un connecteur qui permet d'alimenter avec une batterie externe. Le but étant simplement d'avoir une meilleure autonomie et éventuellement aussi de pouvoir avoir un temps de recyclage plus court. Généralement, ce sont des packs dans lesquels vous allez mettre des batteries standards, mais qui vous permettent simplement de recharger votre flash plus rapidement et également de pouvoir déclencher un plus grand nombre de fois. Dans les autres fonctionnalités accessoires que vous pouvez trouver au niveau d'un flash, vous pouvez avoir l'assistant d'autofocus. C'est généralement une petite fenêtre rougeâtre que vous allez retrouver ici, dans laquelle il y a en fait une loupiote rougeâtre qui va émettre un faisceau lumineux au moment où vous faites la mise au point avec l'appareil. C'est activable ou désactivable généralement, mais ça va projeter en fait un faisceau lumineux sur la scène, ce qui va permettre à l'appareil de faire la mise au point même dans des conditions extrêmement sombres. Donc ça peut être parfois pratique d'avoir ça. Certains déclencheurs l'ont aussi. Par exemple ici, ce déclencheur qui est compatible avec le flash a également le même système de faisceau d'assistance, donc ça veut dire que je peux la mettre sur le boîtier pour m'aider à faire la mise au point. Vous allez également aussi trouver généralement une partie ici, une cellule lumineuse ici qui va permettre elle de réagir à d'autres éclairs de flash, je vous en parle tout de suite, mais donc en fait dans ce cas là c'est une cellule lumineuse qui va permettre en fait de recevoir un éclair lumineux et pouvoir déclencher le flash à distance moyennant un autre flash. On revient là-dessus après. Et enfin, généralement, ce que vous allez trouver à peu près sur tous les flashs, c'est au niveau de la tête du flash, deux petits accessoires. Le premier, c'est une petite carte blanche. Alors la carte blanche, c'est ce qu'on appelle le catch light. Ça vous permet simplement ici de le relever. Quand par exemple vous tapez le flash au plafond, vous relevez la petite carte blanche ici, surtout quand vous faites un portrait par exemple. C'est-à-dire que la lumière va partir vers le plafond, elle va donc se répandre dans la pièce. Une partie de la lumière va venir taper ici sur le petit carton blanc et va partir vers votre sujet, ce qui va permettre d'avoir en fait un petit éclat lumineux dans l'œil, ce qui permet d'avoir le regard un petit peu plus vivant. C'est à ça que ça sert. Et vous avez généralement aussi une espèce de diffuseur, en fait, un truc qui ressemble un peu à un catadioptre, que vous allez mettre devant, qui permet simplement encore d'élargir un petit peu plus le faisceau lumineux pour vraiment éviter d'avoir un spot lumineux au centre. C'est essayer d'avoir le truc le plus homogène possible.
celui-ci a quand même tendance à méchamment diffuser la lumière et donc à perdre énormément d'intensité lumineuse. La lumière se disperse vraiment dans tous les sens, mais c'est le but, c'est quand vous voulez arroser la scène complètement, vous voulez simplement mettre à ce moment-là ça devant la tête du flash et ça vous permet d'avoir l'éclairage le plus large possible. Donc ça, c'est les caractéristiques principales que vous allez trouver au niveau d'un flash. Il n'y a rien de très particulier à comprendre là-dessus, il faut juste savoir que c'est présent. Là où ça commence d'un tout petit peu plus complexe, c'est quand on commence à regarder les fonctionnalités d'un flash. La première chose, c'est de voir comment vous allez pouvoir contrôler votre flash. Forcément, la première chose, c'est qu'un flash Cobra, c'est tout d'abord fait pour être mis sur un boîtier. Ça veut dire que vous allez avoir à ce moment-là votre flash qui est monté sur le boîtier. Jusque-là, rien de très particulier. Dans ces cas-là, vous avez généralement deux choses qui sont possibles. Soit vous avez un flash qui est complètement manuel, c'est-à-dire que vous allez régler la puissance manuellement, sans qu'il y ait aucune autre opération qui soit faite. Ou alors, vous avez une fonctionnalité qui peut éventuellement être présente au niveau du flash et également du coup compatible avec le boîtier, qui est la fonctionnalité TTL, qui est un petit peu le pendant de la priorité ouverture pour le flash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flash et le boîtier vont calculer la puissance lumineuse nécessaire par rapport au rendu de l'image. Comment ça se passe? En fait, au moment où vous êtes en réglage TTL, le flash, au moment du déclenchement, va émettre un premier éclair très rapide, à basse puissance. Ça va être capté par l'appareil à travers l'objectif, ce qui va lui permettre de mesurer la luminosité de la scène et donc d'adapter le réglage du flash pour enfin émettre le vrai éclair lumineux et donc de capturer la scène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, vous allez avoir deux éclairs qui sont émis, un premier très faible et le deuxième à la puissance nécessaire qui vont être émis. Vous n'avez pas le temps de voir les deux, c'est ultra rapide, mais ça vous permet par exemple dans des situations de photoreportage ou autre, de ne pas devoir ajuster la puissance du flash en permanence. Alors forcément, il y a toujours des avantages, des inconvénients à ça. Ça s'adapte très bien à beaucoup de situations, mais il y a des cas dans lesquels forcément l'appareil va être trompé, notamment en fonction des modes de mesure de lumière que vous allez faire. Si vous êtes sur des scènes un peu particulières, où vous avez juste un petit point lumineux et toute la scène est sombre, généralement le flash va pas correctement fonctionner dans ce cas-là, mais vous avez la possibilité notamment de faire de la compensation d'exposition au niveau du flash aussi, un petit peu comme avec le mode priorité ouverture finalement. C'est le genre de fonctionnalité qui s'emploie dans les mêmes conditions. Notez que pour les fonctionnalités de TTL, il y a le TTL pour chacune des marques. Vous avez le ETTL pour Canon, le ITTL pour Nikon, le PTTL pour Pentax, etc., etc., etc. Chaque marque a sa version de TTL. Ça veut dire aussi que pour profiter de ces fonctionnalités-là, vous devez avoir un flash qui est compatible avec votre boîtier et qui est donc dédié à votre boîtier. Donc quand il est fixé sur votre boîtier, vous avez deux modes de fonctionnement, le déclenchement avec simplement les réglages manuels ou alors vous avez à ce moment-là simplement les réglages en TTL qui permettent de s'adapter automatiquement à la scène. À partir du moment où vous commencez à vouloir déporter votre flash, c'est-à-dire que vous allez vouloir le dissocier de votre appareil photo, de le mettre sur un pied, vous allez pouvoir fonctionner de différentes manières. Le plus classique, c'est de fonctionner avec un transmetteur sans fil. Généralement, vous avez des kits qui vous proposent flash et transmetteur sans fil. Dans ce cas-là, c'est le même principe. Si vous voulez toutes les fonctionnalités offertes par le transmetteur et le boîtier, il vous faut le transmetteur compatible avec la marque et le flash compatible avec la marque. Maintenant, il existe notamment, par exemple comme ici avec des flashs de studio pourtant, des transmetteurs qui sont ultra basiques, juste avec le petit contact qui permettent juste de déclencher. Ça veut dire que vous ne réglez pas les flashs à partir du boîtier. Ça veut dire que le boîtier n'a aucun impact sur le fonctionnement du flash. C'est juste un bête déclenchement. Ça, c'est ce qu'on appelle le déclenchement radio. C'est-à-dire que vous avez une communication sans fil qui se fait à travers les deux moyennant des ondes radio et qui permettent de piloter le flash à distance, généralement avec les réglages également, ce qui est assez pratique, notamment si votre flash est à un endroit inaccessible, en hauteur, vous l'avez posé sur une armoire par exemple, ou vous l'avez mis dans une softbox, peu importe, ça vous permet de régler dans ce cas-là le flash sur base du transmetteur. Maintenant, c'est pas la seule manière de faire pour déclencher un flash, vous avez d'autres options. Comme je vous l'ai dit, vous avez les câbles PC-Sync qui vous permettent à ce moment-là de raccorder le flash au boîtier éventuellement ou à un autre système pour le déclencher. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais vous avez aussi la possibilité de le déclencher par un système d'asservissement optique. Alors comment ça fonctionne? En fait, sur la plupart des flashs Cobra, vous allez avoir ici une cellule lumineuse qui va capter un éclair de flash. Et dans le cas où vous captez la lumière du flash, à ce moment-là, il va déclencher aussi. Il existe pour ça deux modes de fonctionnement au niveau des flashs, les modes S1 et S2. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Les deux servent à faire du déclenchement optique, donc c'est-à-dire je vois un flash, je déclenche. Le premier, le S1, c'est simplement que dès que je vois un flash, je déclenche. C'est tout aussi bête que ça, c'est celui que l'on emploie dans la plupart des cas dans ce cas-là.
Il existe un mode S2 qui lui est fait pour être compatible avec le système TTL. Alors pas compatible dans le sens où le flash qui est asservi en mode optique va s'adapter, mais simplement de tenir compte du fait que le flash qui va être le flash maître, celui que l'on va mettre sur le boîtier ou celui que l'on va commander principalement, que ce soit de manière filaire ou avec un transmetteur, et qui a la fonctionnalité TTL du coup, va envoyer un premier éclair pour faire la mesure de lumière et enfin envoyer un deuxième éclair pour faire la prise de vue normale. Le mode S2 permet justement dans ce cas-là d'ignorer le premier éclair de flash de manière à ne pas déclencher le flash asservi pendant la mesure de lumière et donc de le déclencher que quand c'est nécessaire. Donc le mode S1 sert pour la plupart des cas, le mode S2 sert pour asservir un flash de manière optique, donc moyennant la cellule lumineuse, quand on emploie un flash maître, donc celui qui est directement relié au boîtier d'une manière ou d'une autre, et que celui-là fonctionne en TTL. Ce sont des termes qui sont assez standards, vous allez les retrouver dans toutes les marques. Si vous voyez des modes de déclenchement S1, S2, ben c'est toujours le même principe. S1 pour asservissement optique normal, S2 pour asservissement optique en tenant compte du TTL, c'est-à-dire en ignorant le pré-flash. Alors, une fonctionnalité très intéressante au niveau du Flash Cobra, c'est la synchronisation haute vitesse. De nouveau, vous ne l'aurez que si vous avez quelque chose qui est compatible avec votre boîtier, c'est-à-dire un flash qui peut dialoguer avec votre boîtier. Si vous avez un flash standard avec juste le petit truc de déclenchement, vous n'aurez pas cette option-là, ça c'est sûr et certain. Mais si vous avez généralement un flash qui est fait pour la marque et donc qui peut communiquer avec le boîtier, vous allez trouver cette option-là. Le High Speed Sync ou HSS est en fait une fonctionnalité qui va permettre de pallier à un problème. Le problème c'est quoi? C'est que jusqu'à une certaine vitesse, quand vous allez faire le déclenchement, l'obturateur va complètement ouvrir et exposer le capteur et puis fermer. Généralement, cette limite se trouve à un 160e, à 200, à 250e de seconde dans ces eaux-là. Pour connaître la valeur exacte, il faut aller voir dans le mode d'emploi du boîtier. Ça dépend des marques, ça dépend des modèles, ça dépend aussi parfois de la combinaison flash et appareil. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, si par exemple sur le 5D Mark III ici, jusqu'à un 160e de seconde, j'ai aucun souci. Un 200e, ça dépend un petit peu de la combinaison du flash. Mais ce qui va se passer, c'est que au moment où je fais l'exposition, j'ai le premier partie du rideau qui va s'ouvrir, tout le capteur va être exposé, et ensuite la deuxième partie du rideau va venir se fermer. Et donc ça veut dire qu'au moment où le flash vient exposer la photo, ma photo est exposée normalement, c'est-à-dire qu'il expose toute la photo en une fois. Quand je vais dans des vitesses plus importantes, quand je vais simplement réduire mon temps d'exposition, donc par exemple à un 5 centième de seconde, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le premier rideau qui va commencer à se lever, et avant même qu'il soit arrivé totalement en haut, le deuxième va commencer à suivre, et donc en fait, pendant tout un temps, je ne vais avoir qu'une partie de mon capteur qui va être exposée. Et donc je vais avoir des bandes de capteurs qui vont être exposées en permanence. Ça veut dire que si le flash déclenche à ce moment-là, tout simplement, il va n'exposer qu'une partie du capteur. Et vous pouvez le voir dans l'exemple que je vous montre là, avec les différentes valeurs, vous voyez qu'en fait, l'effet direct de ça, si vous réglez pas correctement le boîtier, vous allez à ce moment-là simplement avoir une barre noire qui va apparaître et qui va être de plus en plus importante jusqu'à obturer complètement votre photo si vous allez trop loin, et qui va simplement être dû au fait que votre flash en fait n'expose pas la photo, n'a pas la possibilité d'exposer la photo au bon moment. La fonctionnalité de High Speed Sync permet justement de pallier à ça. Comment ça fonctionne? Le flash, au lieu de venir faire un seul éclair, votre flash va simplement envoyer une série d'éclairs pendant que l'obturateur est en train de bouger devant le capteur de manière à exposer en fait votre photo successivement. L'avantage, c'est que ça va permettre notamment, par exemple, de faire de la photo à 1/8 millième de seconde avec un flash. Et notamment, ça permet comme ça d'employer le flash en extérieur, en plein soleil, quand on veut fonctionner à grande ouverture et donc il faut un temps de pause extrêmement court pour éviter que la photo soit cramée. Ça va permettre d'employer le flash dans ces circonstances-là. L'inconvénient majeur de ce système-là, c'est que vous perdez énormément en puissance parce que le flash, forcément, plutôt que d'envoyer un gros éclair, va envoyer une rafale de petits éclairs pour une puissance plus ou moins équivalente. Et donc, ça veut dire que votre flash perd globalement en puissance. Juste le temps de cette fonctionnalité-là, bien évidemment. C'est juste parce que la puissance de l'éclair global est répartie sur une série de petits éclairs. Donc c'est pratique, mais ça ne fonctionne pas non plus dans toutes les situations, c'est pas la panacée. Il y a quand même des limites à ça. Maintenant, ça va dépendre énormément de vos flashs. Plus votre flash est puissant, plus les petits éclairs forcément seront puissants aussi, bien évidemment.
Donc là, Speedsync va vous permettre de prendre des photos au flash, que ce soit Cobra ou autre d'ailleurs, avec des temps d'exposition extrêmement courts, parfois jusqu'à 8 millièmes de seconde, à condition bien évidemment d'avoir un flash et ou un transmetteur compatible avec le boîtier, alors que normalement, si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, vous êtes limité à la vitesse de synchro flash. De nouveau, si vous voulez connaître la vitesse de synchro flash de votre boîtier et de votre flash, je vous conseille d'aller voir ça dans la documentation de votre matériel. Une autre fonctionnalité très intéressante que vous pouvez retrouver sur les flashs, c'est la possibilité de synchroniser l'éclaireur du flash avec le premier ou le second rideau de l'appareil photo. Comme je dis là tout de suite, l'obturateur mécanique de votre appareil photo est fait de deux parties. Vous avez une première partie qui s'ouvre et puis une deuxième partie qui vient refermer et puis tout le reste redescend. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand vous travaillez avec des temps extrêmement courts, la première partie commence à se lever, la deuxième suit et puis ça vient fermer. Ça, on en a déjà parlé, c'est le High Speed Sync qui permet de pallier à ça. Maintenant, si vous travaillez avec des temps relativement longs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir le capteur qui va être exposé, il va rester exposé un certain temps, et puis le deuxième va venir se fermer. L'impact de ça, c'est que quand vous travaillez au flash, vous pouvez vouloir en fait déclencher le flash au moment où le capteur vient d'être exposé, ou juste avant qu'il soit totalement refermé. Pourquoi? Parce que simplement, ça va donner une autre impression de mouvement. Si par exemple ici, avec ma main, je fais ce mouvement-ci, comme ceci, et que je déclenche avec la synchro premier rideau, c'est-à-dire le mode standard, je vais avoir quoi? Je vais avoir le flash qui va venir figer ma main et le reste du mouvement de ma main qui va être imprimé par la lumière continue qui est en train de m'éclairer là. Et donc je vais avoir l'impression d'avoir ma main figée ici et un mouvement flou de mouvement qui va apparaître pour la deuxième partie. C'est assez bizarre parce que en théorie, si je veux montrer le mouvement, je m'attends à avoir une traînée et à la fin du mouvement avoir l'objet qui est fixe. Dans ce cas-là, on va employer la synchronisation second rideau. La synchronisation second rideau, ça veut dire que le flash va être déclenché juste avant que l'obturateur vienne recouvrir le capteur. Et donc si je refais le même mouvement, donc je bouge ma main comme ceci, je vais avoir le mouvement qui va être imprimé par la lumière continue et juste avant la fin d'exposition, le flash va venir taper sur ma main, ce qui veut dire que je vais avoir au niveau de ma photo une traînée lumineuse qui est le mouvement de ma main, l'éclair du flash qui vient figer ma main et donc ma main qui est figée à la fin du mouvement. Ça, c'est très important quand on veut, par exemple, vouloir figer un mouvement de quelqu'un qui danse, de quelqu'un qui fait du sport, de quelqu'un qui court, d'un balancier, par exemple, pour imaginer plein de choses avec ça. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est parfois présente, qui n'est parfois pas, tout simplement parce que de nouveau, c'est une fonctionnalité qui nécessite de communiquer avec le boîtier. Donc vous devez avoir un flash qui est compatible avec la marque que vous avez, donc compatible d'un point de vue communication, on n'est pas juste la pin centrale de déclenchement. Dans ce cas-là, vous avez une possibilité de sélectionner premier ou second rideau. Premier rideau, ça veut dire que vous déclenchez le flash et puis on fait le reste de la photo. Et second rideau, ça veut dire qu'on fait d'abord le temps d'exposition et juste avant, à la fin de l'exposition, on déclenche le flash pour figer le mouvement. La particularité avec ce genre de prise de vue là, c'est qu'il faut bien évidemment doser les quantités de lumière ambiante et le flash en même temps parce que les deux viennent se superposer à l'endroit du flash et donc on peut dans certains cas arriver facilement à la surexposition. Si jamais ce genre de prise de vue là vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, ça m'amuserait encore assez bien de faire un tutoriel là-dessus. J'ai déjà fait quelques expériences assez rigolotes pour ça. Je vous montre un exemple là que j'ai fait avec Dédé il y a quelques temps aussi. Vous voyez que notamment ça permet d'imprimer un mouvement, ça vous permet de montrer le mouvement d'un objet, de le figer à un endroit, même si quand on l'a mal fait comme je l'avais fait là, on a parfois un effet de transparence qui apparaît qui n'est pas très joli, mais ça n'empêche qu'il y a tout à fait moyen de faire ça. Donc là, on a fait le tour des principales fonctionnalités des Flash Cobra, mais il existe encore d'autres fonctionnalités que l'on va trouver globalement au niveau des flashs. Vous avez par exemple certains flashs comme celui-ci est capable de le faire, qui permettent de faire une option de stroboscope. Ça veut dire qu'au moment où vous déclenchez, il va émettre une série d'éclairs à intervalles réguliers. Si vous le faites par exemple avec un mode bulb, donc c'est-à-dire une exposition que vous contrôlez par le déclencheur, ou si vous le faites sur un temps d'exposition défini, mais vous allez pouvoir en fait capturer plusieurs impacts de lumière par déclenchement et donc éventuellement de décomposer un mouvement en plusieurs parties, ça peut être intéressant aussi. Et alors dans les fonctionnalités qui peuvent être aussi très intéressantes, surtout quand vous voulez commencer à travailler avec du flash déporté, que vous voulez commencer à travailler avec plusieurs sources lumineuses, il faut tenir en compte du fait que tous les flashs ne sont pas capables de communiquer en groupe. C'est-à-dire que certains flashs permettent, moyennant le transmetteur adapté, de travailler avec une série de groupes. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Tout simplement parce qu'on va avoir des flashs qui vont avoir des fonctionnalités différentes. Par exemple, vous allez avoir un flash devant moi qui va être la lumière principale, un derrière moi qui va servir de détourage, vous en allez avoir un qui va taper sur le fond, etc., etc. Quand vous commencez avec plusieurs flashs comme ça et que vous avez parfois besoin de pouvoir
les régler à des puissances différentes. Alors si vous avez des flashs manuels, vous pouvez simplement aller les régler manuellement dessus, mais quand vous travaillez avec un transmetteur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les associer à des groupes. Ici, ces flashs-ci permettent d'être mis dans 4 groupes différents, et donc vous pouvez dire par exemple qu'il y a 2 flashs dans le groupe A, 2 flashs dans le groupe B, et donc appliquer les mêmes réglages à différents flashs en fonction de ce que vous réglez sur le transmetteur. Donc le réglage par groupe, c'est aussi assez important, notamment quand vous commencez à travailler avec plusieurs flashs. C'est pas ultra nécessaire. De nouveau, c'est des fonctionnalités qui apparaissent quand vous allez vers des flashs un petit peu plus évolués. Des flashs d'entrée de gamme, quand vous voyez des flashs à 25 ou 30 euros, ce sont des flashs purement manuels qui n'ont pas ces fonctionnalités-là parce qu'ils ne supportent pas du tout le fait d'être mis en groupe. Maintenant, parfois, ça peut être aussi pallié avec les transmetteurs eux-mêmes. Vous avez des systèmes de transmetteurs génériques, vous pouvez mettre sur n'importe quel appareil et n'importe quel flash en même temps, et qui gèrent, eux, cette partie du groupe-là. Maintenant, à partir du moment où vous commencez à vouloir vraiment faire un petit peu la photo de manière sérieuse au flash, et que vous voulez investir correctement, moi je vous conseille plutôt d'investir dans quelque chose qui est compatible avec votre boîtier. Voilà donc pour ce tour d'horizon des fonctionnalités et caractéristiques principales des Flash Cobra. J'espère avoir été clair, j'espère avoir bien fait le tour des fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si éventuellement des tutoriels de prise de photos au flash vous intéressent, faites-moi signe. J'ai quelques idées en tête, notamment sur la partie synchronisation premier, second rideau, éventuellement le mix, lumière ambiante, lumière flash. Ce genre de choses-là me plaisent assez bien, j'aime bien jouer avec ça. Donc si ce genre de tutoriel-là vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe, dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, commentez-la, likez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.